Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au téléséminaire international des IREM du mois d'avril en 2023. Nous allons écouter aujourd'hui Sado Agalmouloud de l'Université fédérale de Bahia au Brésil, qui va nous parler en français de la géométrie dans l'enseignement au Brésil, quelques réflexions historiques et épistémologiques. Sado, c'est à toi. Merci, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation et j'espère pouvoir dire ce que j'ai prévu dans le temps imparti. Et bon, comme Christian l'a dit, je vais essayer d'une façon synthétique, mais peut-être qu'il va paraître longue, parler un peu de la géométrie de l'enseignement au Brésil, l'origine et puis quelques aspects épistémologiques. Donc, comme je l'ai dit, je tenterai de répondre à ces deux questions-là. Comment s'est déroulé le processus de constitution de la géométrie comme matière scolaire au Brésil et comment la géométrie en tant que matière scolaire est-elle devenue un contenu d'enseignement des mathématiques au Brésil. J'ai 5 points à discuter et j'espère que j'y arriverai dans le temps qui est imparti à discuter, les origines de l'enseignement de la géométrie au Brésil. Les premières manières de géométrie produites au Brésil, leur influence, c'est l'enseignement de la géométrie. Le mouvement international des réformes de l'enseignement des mathématiques, y compris quelques points sur la géométrie. Et le premier mouvement de réforme de l'enseignement des mathématiques se reflète sur l'enseignement du système éducatif brésilien. L'influence de la développement des mathématiques modernes, principalement au Brésil. Et dans cette rubrique, je parlerai vers la fin un peu des paramètres curriculaires de mathématiques et puis la base nationale commune curriculaire qui a été promulguée en 2018 d'une façon assez rapide. Bon, par rapport aux origines de l'enseignement de la géométrie au Brésil, je m'appuie sur certains travaux, principalement le travail de Wagner, Valente, et d'autres collègues comme Pavanello et d'autres que je vais citer au cours de ce travail. Bon, Valente a fait dans sa thèse un travail en s'appuyant sur les écoles françaises et brésiliennes. Et le travail se trouve dans un ouvrage qui s'appelle Une histoire de la mathématique scolaire no Brasil, enfin, une histoire de la mathématique scolaire au Brésil, de 1730 à 1930. Et bon, comme dans plusieurs endroits, sûrement au monde, en Europe, en France, on a vu l'influence des jésuites pendant 200 ans, depuis l'arrivée des Portugais au Brésil. L'enseignement a été déterminé en premier lieu par les jésuites. Et dans ses recherches, Valente a trouvé dans un document intitulé L'auto-inventario e avaliação dos livros, achados no colégio dos jesuítas, en Rio de Janeiro, quelques livres de Clavio, qui est un jésuite, qui est mathématicien et astronome. Il a écrit des livres sur l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie et l'astronomie. Et puis, il y a eu d'autres ouvrages aussi, tels que ceux de Kircher et de Moscovite, qui ont aussi influencé l'enseignement de la géométrie, des mathématiques de la géométrie au Brésil. Bon, malgré ces collections, en particulier les œuvres de Clavio, l'enseignement des mathématiques n'a pas été mis en avant par la majorité des jésuites au Brésil et dans toute l'Europe.
parce qu'il y avait un manque d'enseignants qualifiés pour enseigner cette matière. Et ensuite, parce que la grande majorité des jésuites ne reconnaissaient pas les mathématiques comme quelque chose d'important pour la formation de l'homme. Et là, je cite même Clavio qui dit que l'étude des sciences spéculatives, comme la géométrie, l'astronomie et la physique, est un amusement vain. Toutes ces connaissances stériles, infructueuses, sont inutiles en elles-mêmes. L'homme n'est pas né pour mesurer des lignes, pour examiner les rapports entre les angles, pour passer tout son temps à considérer les divers mouvements de la matière. Leur esprit est trop grand, leur vie trop courte, le temps trop précieux pour qu'ils s'occupent de si petites choses. Et l'enseignement de la géométrie, comme je l'ai dit, bon, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit maintenant, à son origine au Brésil, au besoin de la guerre. Et Platon disait à ce propos que la géométrie est utilisée dans le développement des armes et les fortifications n'avaient rien à voir avec les mathématiques. C'est comme ça on voit que la géométrie est divisée en deux parties. La géométrie pratique liée à la mécanique, dont les caractéristiques étaient de mesurer les distances, les hauteurs, les profondeurs, les niveaux, les surfaces, etc. Et la géométrie spéculative, liée à la philosophie, est basée sur 3 points: les éléments d'Euclide, les sphères de Théodore et les coniques d'Apollonius. Et comme je l'ai dit, elle est liée à la guerre. La géométrie liée à la guerre est la première forme de pratique pédagogique enregistrée au Brésil. Elle était devenue très importante en Europe en raison du grand développement des armes de guerre depuis le XIVe siècle. Les canons, dont la finalité était douteuse au XIVe siècle, sont rapidement devenus des armes de bonne précision et l'on assiste à une grande évolution des armes et les constructions afin de permettre de meilleures défenses. Et en raison de ces besoins et du développement du domaine militaire, les classes d'artillerie, des fortifications ont été créées et les mathématiques ont gagné de l'espace dans ce nouveau domaine. Et c'est à partir de ce mouvement qu'apparaît une nouvelle dénomination pour un professionnel de l'armée, qui est appelé ingénieur. Et citant Valente, ils disent que ingénieur, c'est quoi? C'est un officier qui sert la guerre pour l'attaque, la défense, la fortification des places. C'était un mathématicien habile, expert et astucieux qui fait la reconnaissance des places à attaquer et montre le point le plus fragile qui dessine les tranchées, les galeries. L'ingénieur est également responsable de l'invention de nouvelles bombes, citant Valente. Bon, c'est à cette étape que l'enseignement de la géométrie s'est renforcé au Brésil. Et à partir de 1738, il est devenu obligatoire pour tous les militaires souhaitant devenir officiers et de suivre ce cours. Bon, donc, c'est comme ça qu'on a vu créer aulas d'artillerie, les cours d'artillerie, des fortifications, qui s'expliquent par les menaces imminentes de guerre entre le Portugal et l'Espagne. Et on met l'accent principalement sur les œuvres de Pinto Alpoin, Fernandes, que la cour royale portugaise a demandé de rédiger pour les classes et il n'y avait rien d'écrit en portugais. Et en 1744, cet auteur a écrit 2 premiers livres en portugais utilisés au Brésil.
s'appelle justement examen de l'artillerie, des artilleurs, et examen des pompiers. Bon, bien qu'il ait été rédigé à des fins militaires, ces livres ont également servi à des fins didactiques et pédagogiques, mais il ne s'engageait pas à faire preuve de rigueur mathématique. Et la séquence didactique utilisée par cet auteur comprenait généralement 3 étapes. Définition, explication, exemple numérique. Et de plus, comme c'était le cas à l'époque, l'ensemble du livre contient très peu de notions mathématiques, du point de vue du formalisme, etc. Les enseignants parlent plutôt des techniques de construction de figures et qui ont des fins d'application au niveau de l'armée. Bon, les livres s'appuient sur des questions-réponses. Je prends ici un exemple. Comment faire un triangle isocèle? Et l'auteur décrit effectivement la méthode classique de construction d'un triangle isocèle en utilisant l'ouverture d'un compas, il est tracé, une règle d'un compas. Et cette construction, en réalité, je vais montrer un exemple d'ici peu, son application au niveau de la construction des règles à niveau. À partir du deuxième chapitre, après la phase de préparation réalisée avec l'arithmétique, parce qu'il trouvait que l'arithmétique était indispensable pour comprendre certains concepts de la géométrie. Et l'étude relative à la géométrie est donc, passe par des définitions des bases, le point, la droite, les perpendiculaires, et va vers les constructions géométriques. Et ça visait à la construction d'un niveau, par exemple le cas du triangle isocèle, l'agrégation de certains instruments, à donner du vent aux balles et à construire un petit P. Bon, je ne sais pas si traduire en français, mais c'est un type de règle à division utilisé par les architectes. Peut-être qu'il a le même nom en français. Bon, ici à droite, je vais présenter un peu certaines constructions. Au niveau, pour le triangle isocèle, je vois la figure 28 en bas, qui représente, qui est une illustration de ce que je viens de dire, le triangle. Les exemples qui renforcent par caractère sont les constructions du triangle isocèle associées à la construction du niveau et la division de l'angle droit en partie égale au niveau de la figure 22 que je montre ici en bas au niveau de cette figure. Bon, au niveau de ce livre, deuxième livre, l'examen des pompiers était composé de 10 traités portant tous sur la géométrie et la trigonométrie. Parce qu'à l'époque, la trigonométrie n'était pas considérée comme faisant partie de la géométrie. Et il est rédigé sous forme de questions-réponses, comme je viens de le dire, mais le contenu est plus approfondi et le souci des rigueurs est plus grand dans ce deuxième livre. Bon, l'auteur, de manière similaire à l'examen des artilleurs, commence l'étude de la géométrie en partant des notions de points, de droite perpendiculaire, droite parallèle, circonférence, les questions et les réponses, étant du même type que le livre 1. Bon, si on, d'une façon rapide, en concluant sur cette partie, nous pouvons dire que le livre, dans le point, s'est préoccupé davantage à enseigner comment procéder à l'intérieur des activités militaires que de créer des séquences de principes plein d'exemples, de généralisation et d'exercices. Et nous pouvons remarquer l'utilisation des concepts, bien sûr, dans ses constructions géométriques, dans son travail, même si c'est sous le titre de géométrie pratique.
Bon, un fait important que nous devons observer, c'est dans ces travaux que la géométrie était déjà présente et nécessaire depuis longtemps. Puisque cela, ces textes représentent la source la plus ancienne pour la recherche des origines des mathématiques scolaires au Brésil. Bon, appropriation de nouveau, on a vu l'apparition de nouveaux auteurs, comme Bellidor, Bézout, Lacroix et les gens qui sont des auteurs français. Et ces auteurs ne tardaient pas à atteindre le Brésil, à arriver au Brésil, puisqu'ils sont une référence en France et que l'armée française est considérée à l'époque comme une puissance militaire. Bon, actuellement aussi, c'est une puissance militaire. Et la Cour impériale portugaise en 1779 ordonne l'utilisation de ces manuels car elle est contrainte à renforcer aussi ses troupes en raison de l'imminence de nouvelles guerres, de nouvelles batailles avec l'Espagne. Et l'arrivée de des maîtres qui ont une certaine formation et du matériel scolaire au Portugal, les livres de géométrie et d'algèbre de Bézout ont commencé à guider les cours des gardes marines au Brésil, de sorte que les ouvrages d'arithmétique de Bézout qui étaient déjà utilisés dans le contexte scolaire brésilien ont été accompagnés d'autres livres d'algèbre et de géométrie. Donc, ces livres ont influencé la création de nouvelles écoles, comme le cours de l'Académie royale militaire, créée en 1810 par le futur roi Don Juan VI, et qui visait non seulement à former des officiers du génie et de l'artillerie, mais aussi des géographes, des topographes, qui pouvaient travailler sur les mines, les routes, les ports, les canaux, les ponts, les fontaines, les pavés, etc. Et la géométrie de Bézout utilisée dans les cours de l'Académie royale, des gardes de la marine, était une géométrie destinée aux étudiants qui n'avaient pas encore, qui n'avaient encore rien appris à l'algèbre. Une géométrie qui avait comme prérequis la connaissance des 4 opérations fondamentales de l'arithmétique. Et je cite ici Valin qui dit « Le souci de didactique de l'auteur s'explique dès le début, lorsqu'à un certain moment de la préface, il se demande s'il doit se justifier en n'utilisant pas des termes comme axiome, théorème, lemme, corollaire, etc. Et il conclut que ce n'est pas nécessaire, car ces mots n'ajouteraient rien à la clarté des démonstrations, et de plus, cela ne convient pas aux débutants dans l'étude de la géométrie en d'autres termes. Et Bézout a un intérêt scolastique. Il ne se soucie pas de la rigueur mathématique, il traite la géométrie à la mesure des besoins des élèves de la marine française et ça a été adopté ici au Brésil à l'époque. Bon, mais on voit la montée en puissance d'un autre auteur brésilien, portugais brésilien, Vilela Barbosa. Et la géométrie de Bézout a été progressivement remplacée par la géométrie du brésilien Vilela Barbosa. Et la notoriété de ses ouvrages est en partie due au fait qu'il était politicien et qu'il a été chargé aussi en 1801 et 1821 d'examiner les cours de mathématiques de l'académie et que les étudiants de cette période ont été évalués sur la base de ces livres, des livres de Vilela. Et citant Valin, la géométrie de Bézout a un souci didactique comme son auteur le mentionne dès le début. Il s'agit d'une géométrie qui cherche à simplifier et à rechercher une grande partie de l'intuition
pour enseigner la géométrie à ses étudiants, mais Barbosa nous semble utiliser l'ensemble des œuvres de Bezout en faisant un habillage son texte, qui est souvent une traduction littérale de l'œuvre française, et d'un cours sur la rigueur. Il ajoute un peu de rigueur et il objecte qu'il faut rendre rigoureuse la géométrie à enseigner, et ce que Bezout ne faisait pas. Et c'est tout au long du texte, il s'efforce d'utiliser la terminologie répudiée par Bezout au profit de la meilleure écriture didactique en utilisant les termes axiomes, théorèmes et corollaires. Bon, on voit ici ainsi la disparition de la géométrie de Bezout, hein, et au profit justement de la géométrie, l'introduction de la géométrie par Philippe. C'est-à-dire la géométrie plus rigoureuse qui traitait les contenus de manière enchaînée en partant des théorèmes, des axiomes pour donner un caractère intellectuel aux définitions, aux théorèmes, etc. Bon, il y a eu quand même des critiques sur la géométrie jusqu'alors enseignée. Hein. Villela qui dit je ne me suis cependant pas épargné le soin et travaille pour que les doctrines puissent s'exposer avec méthode et clarté. Et j'ai voulu être quelquefois moins que vague dans l'énoncé des théorèmes et léger dans les démonstrations. Quoique je trouve que c'est l'opinion de plusieurs qui, les mathématiques n'étant utiles que pour ce qui peut avoir une application immédiate aux usages mécaniques des voyages, croient que l'énoncé des propositions il suffit amplement. Déjà, le géomètre portugais, le père Manuel de Campos, se plaignait de ses mal contre ceux qui ayant l'obligation d'instruire et de former de vrais mathématiciens, tels que les ingénieurs, les pilotes, les architectes, ne leur donnent que des documents artificiels, hein, des doctrines artificielles, qui ne sont utiles que pour créer des ignorants et présumés peu utiles au bien public. Bon, et là, on voit l'apparition des ouvrages des gens de Lacroix à l'Académie, à l'École royale militaire, hein, qui était, dès le début de l'ouvrage, hein, et qui s'appelle grosso modo sur l'ouvrage d'Euclide, à la suite d'un mouvement anglais qui visait à revenir aux origines euclidiennes pour traiter la géométrie élémentaire et suite au mouvement aussi français qui visait à remplacer l'ouvrage de Bezout. Et à ce propos, hein, Valente disait, citant Lamande, Lacroix, contrairement à la légende, n'écrit pas une géométrie novatrice au sein de la science mathématique. Lacroix reprend en quelque sorte la tradition de la géométrie française et écrit en trouvant un équilibre subtil entre la rigueur et l'acceptation des vérités évidentes. Bon, en concluant sur cette partie, on peut dire que, en revenant sur cette période du système éducatif brésilien, nous rendons compte que ce sont les cours de l'Académie royale des gardes de la marine, l'Académie royale militaire qui ont fonctionné les origines de l'enseignement des mathématiques en créant des programmes à suivre et en structurant le contenu à enseigner. Et le cours de l'Académie royale est progressivement devenu un cours d'enseignement supérieur. Et en 1827, la loi du 15 novembre crée les écoles primaires sur la base de la charte octroyée par le roi Pedro II en 1824, qui établit
entre autres, la gratuité de l'enseignement primaire. Dès la tentative de ces écoles-là, on notait l'importance de la place et l'importance de la géométrie dans l'apprentissage, de la formation des étudiants. Et parce qu'elle avait pour but d'amener l'élève à apprendre les premières notions, notamment celles nécessaires à la mesure de la terre. Et il fallait exercer l'étudiant à tracer des figures à la main, au compas, à la règle. Et cependant, lors des débats de la Chambre des représentants, il a été conclu que les élèves n'avaient pas assez de maturité pour qu'ils apprennent la géométrie à l'école primaire. Donc, les tentatives d'inclure la géométrie comme un autre contenu des mathématiques dans l'enseignement primaire, en plus des quatre opérations fondamentales, étaient insuffisantes du point de vue de ce qui s'est passé réellement dans l'enseignement primaire de l'Empire, malgré la loi qui a décrété l'importance de ces contenus. Et à partir du moment où le pouvoir public détermine que la géométrie devait être une connaissance obligatoire, pour ceux qui entraient dans les cours d'école juridique, la médecine et les écoles polytechniques, la géométrie faisait les premiers pas pour être caractérisée comme une discipline, parce que les matières scolaires naissent presque toujours des buts régis, déterminés par les pouvoirs, dictés par les pouvoirs publics. Parce qu'on disait que la géométrie était obligatoire, c'était un prérequis nécessaire pour passer les concours et entrer dans les grandes écoles. Bon, l'influence des manuels scolaires, hein, et on va citer le travail de Cristiano Benedetto Tonio, qui a inauguré une nouvelle étape de la géométrie scolaire. Hein. Étant donné que ces livres étaient utilisés par l'Académie de la Marine et aussi par le Collège Pedro II, qui est un collège qui a dicté un peu l'enseignement des mathématiques et particulièrement l'enseignement de la géométrie. Et ensuite, dans certaines écoles préparatoires dans la seconde moitié du 19e siècle. Et les livres étaient basés, entre autres, sur les travaux de Gendre et Lacroix. Et donc, ça nous permet de conclure que la liste de vie était basée sur l'exploration de la géométrie formelle, plus rigoureuse que ses applications. Bon, donc, ce qui la différencie de la géométrie de Bézier. Donc, en raison une raison très importante qui met en évidence ce domaine, hein, est due au fait que les recueils d'autonomie ont été fixés par le décret du 24 janvier 1856, hein, comme des ouvrages à utiliser au collège Pedro II et aussi renforcés par l'ordonnance 4 du 4 mai de la même année qui établit que les écoles préparatoires à l'enseignement supérieur utiliseraient également les mêmes recueils. Et à la fin du XIXe siècle, les auteurs des livres de géométrie, d'arithmétique et d'algèbre se sont multipliés. On a eu plus d'auteurs. On peut citer Coqueiro, Viana, Aron, Luciano, Reis, Trajano, etc. Et l'apparition de ces nouveaux auteurs a fait que les ouvrages, les manuels scolaires avaient aussi une autre dynamique. Il y avait une rubrique qui avait les exercices à traiter après le cours. Ce qui était une nouveauté et qui change un peu la méthodologie adoptée jusqu'alors.
Bon, on peut aussi noter l'influence au début du 19e siècle, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, de la traduction des manuels, la congrégation des frères de l'instruction chrétienne, hein, qu'on appelait FIC. Et ce livre aussi n'avait pas une rubrique qui traitait des exercices, mais avec l'influence d'autres livres que j'ai cités avant, cette collection a fini aussi par pour avoir des rubriques sur les exercices à traiter après le cours. Et les mouvements internationaux, des réformes, d'influence sur l'enseignement des mathématiques et spécialement de la géométrie au Brésil. Je vais en parler rapidement. Et ça a été plutôt la Commission internationale sur l'enseignement des mathématiques dirigée par Fritz Klein et Harry Fer et Georges Canhill. Et d'elle, je retiens quelques recommandations qui ont été tracées par Carvalho. Hein. La première recommandation, la fusion de l'arithmétique et de l'algèbre et de la géométrie, incluant la trigonométrie. Hein. L'introduction précoce de la notion de fonction, présentée sous la forme géométrique et exprimée par des représentations graphiques, et l'abandon en partie de la didactique rigide d'Euclide, avec l'introduction de l'idée de mobilité de chaque figure, au moyen de laquelle, dans chaque cas particulier, le caractère général de la géométrie devient compréhensible. Et puis l'introduction, dès le début, dès le plus jeune âge, des notions de coordonnées et de la géométrie analytique, accessible à l'entraînement des élèves dès les premières classes et qui devaient traverser tout l'enseignement des mathématiques au lieu de superposer comme une nouvelle conception à part l'étude déjà achevée. Et nous avons aussi une recommandation, l'introduction de notions de calcul différentiel et intégral, soutenues de manière prépondérante par des méthodes géométriques, donc par conséquent par l'aspect intuitif. Et développement de l'enseignement du dessin projectif et de la perspective toujours en relation avec l'étude de la géométrie élémentaire. Introduction des ressources de laboratoire, utilisation de laboratoire, utilisation de l'histoire, hein, pour l'enseignement de la mathématique et la géométrie. Bon, donc là, il y a une lutte contre le culte de l'Euclide. Hein, et je cite ici Mioret en 1998 qui affirme que ce mouvement peut être considéré comme la première réaction organisée contre le culte d'Euclide, puisqu'il s'agit de la première action collective à proposer un enseignement des mathématiques, notamment pour les secondaires, basés sur des principes totalement opposés à ceux présentés dans l'œuvre d'Euclide. Et Euclide Roche, qui est brésilien, hein, qui était le principal diffuseur de ses premiers mouvements au Brésil, hein, aussi disait: il n'est cependant pas étonnant que l'étude d'Euclide, dont l'œuvre résume toute la conception hellénistique des mathématiques, ait entièrement observé l'enseignement jusqu'à nos jours. Si l'on considère que jusqu'au XVIIe siècle, les mathématiciens ne s'étaient pas affranchis des préjugés de l'école grecque, et ces préjugés ont longtemps empêché l'intégration des connaissances arithmétiques et algébriques dans les mathématiques, qui ne se développera qu'à la Renaissance. On trouve d'ailleurs dans les éléments encore admirables pour que le plus tôt possible,
les enfants puissent acquérir ces connaissances censées renforcer le raisonnement plus que d'autres. Et donc, l'objectif des renouveaux, hein, est-ce que je n'ai pas sauté un moment? Bon, c'est ça, je l'ai dit. Donc, bon, ouais. Un système, un mouvement de renouveau, hein, au niveau du XXe siècle, et le système d'éducation privée encore marqué par la réforme constantine, hein, était d'accès restreint et entièrement orienté vers les intérêts d'une minorité de la population. À ce sujet, D'Ambrosio disait hein, que le premier mouvement de renouveau réussi dans la politique brésilienne a eu lieu en 1930 avec la révolution menée par Getúlio Vargas. Hein, et victorieuse, elle a mis en place un gouvernement travailliste aux tendances fascistes évidentes. Et le Brésil n'a été réellement démocratisé que dans les années 1950. Et depuis lors, la construction d'une société démocratique a progressé avec quelques interruptions dans les plus longues, dont les plus longues ont été l'État nouveau de Getúlio Vargas lui-même et qui a duré de 1937 à 1945 et la dictature qui a duré 25 ans à partir de 1964. Et l'objectif de l'enseignement dans ce renouveau-là, hein, qui a été entamé, n'était plus seulement développer du raisonnement obtenu par le travail de la logique déductive, mais incluait également le développement d'autres facultés intellectuelles, hein, directement liées à l'utilisation et aux applications des mathématiques. Et par rapport à la géométrie, hein, la recommandation était que la méthodologie d'approche soit centrée sur un enseignement intuitif expérimental. Bon, mais malgré ces changements apportés par ces réformes du camp pour ces campagnements, hein, les critiques ont continué parce que les propositions, l'enseignement de la géométrie n'était pas satisfaisante. Et l'insatisfaction relative à l'enseignement dispensé dans les cours secondaires a conduit en 1957, d'une façon officielle, le ministre de l'Éducation hein, de l'époque a chargé la congrégation du collège Pedro II à élaborer de nouveaux programmes. Mais ce changement n'a pas été très important et les critiques à l'égard de la proposition ont continué. Bon, on vient au mouvement des mathématiques modernes, qui a eu un impact sur le monde entier. Et depuis l'établissement de ce système éducatif hein, au Brésil, hein, jusqu'à les thèmes de géométrie ont toujours été inclus dans les contenus. Hein. On travaille à l'école de base. Bon, une situation qui a changé avec les mathématiques modernes. Et ici, je cite Pavanello qui dit que l'influence prédominante dans l'introduction des mathématiques modernes au Brésil était française, à raison des cours donnés à l'université, en particulier à São Paulo, par des mathématiciens français dans les années 1940 et 1950. Parmi eux figuraient Dieudonné et d'autres membres du groupe Bourbaki. Ainsi, lorsque Dieudonné s'est lancé dans la défense des mathématiques modernes, il a été suivi par des professeurs d'université brésiliennes qui ont diffusé ses études parmi les enseignants du secondaire. Et la réforme des mathématiques
a eu un impact assez important sur l'enseignement et le curriculum des mathématiques. Mais contrairement à la réforme Campus et Campanema, elle n'a pas été mise en œuvre de façon officielle, par un décret ministériel ou un gouvernement. Elle a été plutôt vulgarisée par des groupes d'études sur l'enseignement des mathématiques, particulièrement le groupe d'études pour l'enseignement des mathématiques qui était basé à São Paulo, qui a réuni des enseignants de l'enseignement supérieur et du secondaire sous l'influence des premiers. Bon, et la diffusion des mathématiques modernes et auprès de la grande masse des enseignants s'est faite principalement par les ouvrages d'Oswaldo Saint-Georges qui faisait partie aussi de ce groupe d'études et qui est un auteur qui a influencé le groupe et était déjà reconnu au niveau national par les manuels qu'il a produits. Bon, en ce qui concerne la géométrie, le maintien de la cohérence du mouvement en question exigeait de proposer un travail sur la géométrie sous l'approche des structures réalisées par des plans vectoriels ou par des transformations géométriques. Et l'étude de la géométrie ne se limite plus désormais à décrire des attributs ou les propriétés d'un être géométrique pour en déduire les implications qu'il contient, mais les propriétés formelles de sa structure à travers les transformations qu'elle admet ou qu'elle empêche. Et le changement abrupt dans cette approche des contenus des manuels des mathématiques à ce moment historique a surtout entraîné une résistance de la part des enseignants qui étaient les utilisateurs de ces manuels et qui ne se sentaient pas en réalité capables de travailler cette perspective. Parce qu'en réalité, dans leur propre formation, ils n'ont pas eu une formation adéquate qui englobait ces contenus, ni du point de vue mathématique, ni du point de vue didactique. Donc, cet héritage de la mathématique moderne, et ils avaient déjà des difficultés avant même la réforme des mathématiques modernes à travailler la géométrie à partir d'une approche traditionnelle. Et la situation devenait vraiment critique lorsqu'on leur demandait de travailler sous cette perspective des mathématiques modernes. Et ainsi, l'un des principaux héritages des mathématiques modernes pour le processus éducatif au Brésil a été finalement l'abandon de la géométrie à l'école de base jusqu'au milieu des années 2010. Parce qu'il n'y avait pas un curriculum obligatoire, en fait, et la vulgarisation des mathématiques modernes n'a pas été faite de façon officielle par les autorités brésiliennes de l'époque. Bon, nous notons aussi que le décret de la loi fédérale de 71 qui a donné aux écoles la liberté de choisir leur contenu curriculaire aussi a permis aux professeurs d'abandonner l'enseignement de la géométrie ou de la reporter à la fin de l'année. Bon, si j'ai du temps, je choisis un contenu que je sais enseigner, je l'enseigne. Si je n'ai pas de temps, bon, je ne l'enseigne pas du tout. Donc, cette tentative de changement, et avec l'échec des propositions des mathématiques modernes, et surtout avec l'abandon de l'enseignement de la géométrie, et notre processus a commencé. La recherche de mesures pour changer l'état dans lequel se trouvait l'enseignement de cette discipline. Et je cite mes collègues Fiorancini, Miguel et Miori qui affirment que les éducateurs
mathématiques ont alors fait un effort pour récupérer l'enseignement de la géométrie. Et les auteurs citent dans le même ouvrage, comme exemple, la tentative de refaire vivre la proposition du curriculum de l'État de São Paulo de 1988. Et en fait, ce document ne met pas seulement l'accent sur l'enseignement de la géométrie à l'école de base, il suggère qu'elle soit utilisée comme outil dans l'enseignement de l'algèbre afin de la rendre plus accessible aux étudiants. On a aussi le document de l'État du Paraná de 1992 qui indique pour l'enseignement de la géométrie ce qui suit. Les enfants doivent manipuler les objets présents dans leur vie quotidienne, boîtes, balles, ou bouteilles, emballages de toutes sortes, feuilles d'arbres, souches, etc. Les choses qui ont les points sommés ou non. À partir de ces observations, les enfants peuvent travailler avec une collection d'objets en forme de prisme, de pyramides, de cubes, etc. C'est-à-dire, on suggère une géométrie concrète, s'appuyant sur les options visibles, tantables, qu'on veut, qu'on peut manipuler. Et je dis quelques mots rapides pour terminer. Les paramètres curriculaires nationaux de 1998 qui ont été promulgués par la loi que je cite ici, et qui était en vigueur officiellement jusqu'en 2018, où il y a eu un autre document, et dictait d'une façon, c'est très fort, mais disons des indications, des suggestions de l'approche de la géométrie euclidienne à partir de l'exploration visuelle et tactile au moyen d'activités expérimentales. Donc, on peut citer un peu ce document qui dit que les capacités de visualisation, de dessin, d'argumentation logique, d'application à la recherche de solutions aux problèmes peuvent être développées grâce à un travail adéquat en géométrie, de sorte que l'élève puisse utiliser les formes, les propriétés, mais le PC n'était pas obligatoire. C'était des suggestions. Et à partir de 1998, le gouvernement fédéral a mis en place au Brésil plusieurs évaluations qui ont, en fait, qui s'appuyaient sur les PCN, qui les rendaient à peu près un peu un document incontournable. Et quelques raisons de l'abandon, des raisons du non-sauvetage de l'enseignement de la géométrie. Et je cite le cercle vicieux par rapport au document officiel et la non-obligatoriété, non-obligation des documents, des curriculums, les difficultés de rompre avec les procédures traditionnelles et la géométrie uniquement associée aux thèmes qui mettent en jeu l'algèbre et le calcul, et aussi le fait que les enseignants n'ont aucune formation sur les autres alternatives actives sur l'enseignement de la géométrie. Et quelques raisons, je cite aussi certaines opinions non fondées sur les résultats de recherche, et aussi les manuels scolaires qui n'étaient pas fondés sur des recherches sur l'enseignement des mathématiques, et aussi le matériel qui est proposé aux enseignants, et principalement la formation de ces enseignants. J'ai vu qu'il y avait un signal. Bon, je termine, ça c'est l'avant-dernier diapo, d'une façon vraiment synthétique. Et la base nationale commune curriculaire
qui a été promulgué 20 ans après le TCN, qui vise à guider l'enseignement de l'éducation de base sur l'ensemble du territoire national. Et elle prétend être un document complet et contemporain qui correspond aux exigences de l'élève de cette époque, en les préparant pour l'avenir. Et il n'est pas présenté comme un curriculum modèle, mais sert de guide pour orienter les objectifs de l'apprentissage de chaque étape scolaire en donnant de l'autonomie aux écoles, en soulignant que les compétences et les lignes directrices sont communes, les curriculums sont divers, c'est-à-dire que chaque État, chaque municipalité, chaque école éventuellement conçoit son programme en fonction des compétences qui sont dictées dans ces documents. Bon, et bon, je me répète là, parce que je n'ai pas eu le temps de parler de ce que dit ce document essentiellement sur la géométrie, sur les différents niveaux de scolarité au niveau de l'enseignement de base, qui en fait pourrait faire l'objet de notre exposé. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sado. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le... Moi, j'en ai quelques-unes, mais bon, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Oui. Alors, je vais poser ma question. Alors, le temps que les participants se décident. Donc, tu as dit que la mathématique moderne avait été rentrée dans un cercle vicieux où les enseignants étaient privés de la géométrie telle qu'ils la connaissaient, telle qu'ils l'avaient vécue, et qui ne savaient pas comment enseigner les structures, etc. Est-ce qu'on peut faire rentrer la géométrie donc en France aussi, hein, on a eu ce même problème, et en particulier au XXIe siècle. Je me souviens très bien de Couche qui parlait du suicide des IREM quand nous avons mis fin à la commission inter-IREM géométrie, qui promulguait une étude un peu historique de la géométrie, qui n'était plus celle qui était le quotidien de la classe, et qui est quand même notre problématique à nous dans les IREM, et au profit d'une certaine manière d'une géométrie algorithmique, par exemple. D'une géométrie qui est programmée, s'appuyant par exemple sur la tortue Logo. Qu'est-ce que tu en penses de la géométrie à l'aide de la géométrie interactive, d'une part? Ça, c'est un petit peu la géométrie interactive usuelle de la fin du XXe siècle, mais aussi la géométrie programmative. Qu'en penses-tu? Bon, en réalité, actuellement, en fait, depuis la proposition des paramètres curriculaires nationaux et l'avènement des écoles doctorales hein, au niveau du Brésil, hein, qui sont multipliées au niveau des écoles doctorales sur l'enseignement des mathématiques. On a eu plusieurs écoles de formation qu'on appelle au Brésil les licenciatures, hein, qui forment des enseignants de mathématiques et d'autres disciplines, aussi dépendant des universités. La durée, c'est 4 ans ou 3 ans. Hein. Et compte tenu justement de ces écoles doctorales qui ont une formation qui font des recherches sur l'enseignement des mathématiques et qui reçoivent quelquefois des enseignants vraiment pour faire leur master en didactique sur l'enseignement des mathématiques, ou même des thèses de doctorat. Cette perspective que je viens de dire, elle est en train d'être mise en vigueur, de mettre vraiment en relief dans les actions de formation des enseignants, principalement dans les écoles de formation des enseignants qui ont ces écoles doctorales et qui travaillent au niveau de licenciatures, hein, des écoles de formation des enseignants. Et il y a aussi quelques
formation continue, hein, qui tente de mettre l'intégration des technologies, qu'on appelle la géométrie active et des méthodologies actives, hein, qui s'appuient principalement sur ce qui concerne notre cas, notre école, hein, ceux qui suivent la ligne française, hein, sur les théories françaises, la théorie des citations, la théorie anthropologique didactique, en fait, toutes les théories qu'on étudie au niveau de l'école française mettent en avant vraiment l'activité des étudiants, l'usage de la géométrie dynamique, principalement, entre autres, GeoGebra. Au début, c'était Cabliomètre, mais depuis quelques années, les personnes utilisent plutôt GeoGebra et puis d'autres programmes gratuits, hein, pour introduire le contenu de géométrie, en fait, pour enseigner la mathématique. Bon, ce qu'on déplore, même si au niveau fédéral, au niveau des politiques, il y a des normes générales, des directrices générales, ce qu'on déplore, c'est des politiques vraiment, des politiques d'État, hein, qui rendent obligatoire la formation, enfin, certaines directrices qui rendent obligatoire la formation des enseignants et qui mettent certaines perspectives de formation, parce que c'est à quoi on assiste au Brésil très souvent, comme je l'ai montré d'une façon très rapide au niveau des PCN et puis de la base nationale commun curriculaire, c'est toujours des normes qui donnent des directrices, mais qui ne définissent pas des exigences obligatoires à suivre. Et il n'y a pas une politique de formation d'État, c'est-à-dire que bon, le gouvernement qui vient, il dicte certaines normes, et quand le gouvernement s'en va, cette politique, très souvent, elle est mise de côté et puis on invente d'autres formations. Donc, en fait, le tableau que j'ai retracé, en fait, de façon générale, pour les enseignants qui n'ont pas ce cursus de formation des enseignants au niveau de licenciature, qui ont des enseignants qui ont reçu une formation en didactique des maths ou sur l'éducation, comme on dit ici, hein, l'éducation mathématique, c'est l'enseignement des mathématiques, et qui sont inclus au niveau de la formation des enseignants. Et très souvent, vraiment, ils ont encore des problèmes à enseigner la géométrie. Et les manuels scolaires, c'est récemment qu'ils ont commencé à intercaler la géométrie avec d'autres contenus mathématiques. Et ceci est aussi sur l'influence, je pense, sur la politique des livres. Hein. Parce qu'ici, au Brésil, depuis un certain temps, il y avait des normes pour écrire les livres et pour les évaluer. Et il y a une commission qui a évalué les livres suivant certaines normes, certaines exigences. Et ceci a obligé un peu les auteurs des livres et certaines congrégations à suivre, à organiser les livres vraiment en chapitres, à intercaler la géométrie entre les différents contenus. Mais ça n'a pas résolu le problème, la difficulté qu'il y a au niveau des enseignants d'enseigner ces contenus. Enfin, donc je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Merci bien, Sado. Intéressant. Il y a Marie-Pierre Galisson qui levait la main, puis après, ce sera Safia. Marie-Pierre, tu nous entends? Il faut que tu mettes ton micro si on veut t'entendre. Désolée. Tout d'abord, une réaction, j'étais assez surprise de savoir que les traités anciens, celui de Vesoul, Lacroix, Lagrange, avaient eu un impact aussi important en fait sur la formation mathématique, plus ou moins des cadres à l'époque, et d'autre part sur l'influence que le politique avait eu sur les programmes d'enseignement de la géométrie. C'était ma première réaction, et en fait,
j'avais aussi relevé que la dimension pratique de l'enseignement de la géométrie, a priori, était vraiment un aspect qui jouait un rôle important dans la possibilité de mettre en place vraiment un enseignement correct, plutôt qu'une géométrie spéculative. Donc, ma question était plus présente, en fait. Est-ce que le recours à une géométrie vraiment plus pratique, bon, qui retourne effectivement aux origines euclidiennes, mais qui s'appuie davantage sur des parcours un peu plus pratiques, un peu plus de recherche, était actuellement mis en place pour rénover l'enseignement de la géométrie? Pas forcément dans l'ensemble des institutions, puisqu'en fait, c'est des fédérations, donc en fait, mais est-ce qu'il y a des expériences qui sont menées pour pouvoir mettre en place une géométrie plus pratique en dehors des mesures? Enfin, il y a des mesures, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place? Bon, de façon générale, ce qu'on remarque au niveau des documents officiels, hein, qui sont les références à la confection des programmes, hein, scolaires dans les écoles ou dans les municipalités, au niveau des États. Généralement, bon, il y a les directives générales qui doivent être suivies sans une obligation de définir exactement quel contenu doit être enseigné, comme on le fait dans certains pays, comme en France, par exemple. Quand on prend un programme en France d'un certain niveau, enfin, au niveau de l'enseignement du lycée ou de l'enseignement de base, du collège, bon, on a un contenu bien défini avec des directives, avec des suggestions même d'activités. Hein. Mais ici au Brésil, autant au niveau des documents, le PCN, le premier, le dernier, c'est vraiment des indications générales. Hein. Sur les compétences, le dernier, il insiste beaucoup sur les compétences à atteindre et il met l'accent sur la nécessité, dans certains cas, de partir de la géométrie concrète. Hein. Et en réalité, dans la pratique, pour certaines recherches qu'on a menées, que j'ai menées moi-même avec un groupe, hein, on observe que dans la pratique, on insiste plutôt hein, autant sur la géométrie concrète, c'est-à-dire sur ce qu'on manipule, ce qu'on voit, ce qu'on touche. Et quelquefois, on utilise la géométrie dynamique. Mais cette géométrie dynamique, très souvent, elle ne sert pas pour faire des conjectures à partir desquelles on essaie de justifier la propriété qu'on suspecte qui apparemment paraît être juste à partir des mouvements qu'on fait d'un point de la figure qui montre certaines régularités. Donc, ce travail, en fait, est fait, comme je l'ai dit tantôt, par certains enseignants qui ont eu une formation vraiment qui met ces aspects en valeur, ou par certaines écoles privées. Hein. On a certaines écoles privées très connues qui ont un certain prestige, qui vraiment travaillent vraiment les mathématiques d'une façon un peu qui met l'accent sur le pseudo-concret et le formel. Mais quand on regarde un peu les manuels scolaires jusqu'à un certain niveau, les activités très souvent sont axées sur le pseudo-concret, qui va jusqu'à la construction de figures, mais sans l'exploitation de ces figures pour faire une géométrie déductive. Bon, il y a des recommandations, mais il n'y a pas une politique qui oblige, parce que j'ai dit que dans certains pays, comme la France, très souvent,
les inspections, hein, et les examens, les baccalauréats, par exemple, au niveau de l'enseignement du lycée, obligent en fait à prendre en compte quand même ce qui est prescrit dans les programmes et les recommandations qui sont prescrites. Bon. Ici, très souvent, la façon de travailler la géométrie et la mathématique, elle est dictée par les évaluations. L'évaluation nationale est née, c'est-à-dire c'est une évaluation en fin du lycée qui peut donner l'accès à l'université au cours de l'enseignement supérieur ou les évaluations au niveau international. Et très souvent, ce sont ces choses-là qui dictent un peu la façon dont on travaille la mathématique et la géométrie. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Merci. Vous avez un grand chantier devant vous alors. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci Sado. Safia avait une question. Le son. Est-ce que j'ai réactivé? Oui. Ouais, ok. Merci beaucoup à notre intervenant qui a fait un excellent état des lieux de l'évolution ou d'une dynamique de l'enseignement de la géométrie au Brésil. J'ai appris beaucoup de choses. Ma question, elle est un petit peu... Je pense que Marie-Pierre, elle avait posé une partie de la question, mais je vais quand même dire ce qui me semble nécessaire pour que je puisse comprendre un peu plus. Donc, on comprend suite à cet état des lieux que l'enseignement, le système politique éducatif au Brésil n'a pas réussi à rénover en quelque sorte l'enseignement de la géométrie. Et je me dis, est-ce qu'on pourrait dire, on pourrait se permettre de dire, je ne sais pas, que les élèves brésiliens n'ont pas pu bénéficier d'une bonne formation en géométrie et que de là, comment ça se passe pour le supérieur, par exemple, le niveau supérieur, ou est-ce que les élèves brésiliens ont quand même réussi, malgré ce manque dans le système où ça n'a jamais fonctionné de la géométrie, malgré certains efforts, hein, est-ce que les expériences, les objets dont vous avez parlé, à savoir les objets à manipuler de forme, etc., ont permis quand même aux élèves brésiliens de se familiariser avec la géométrie, qu'ils ont pallié ce manque qu'ils n'ont pas eu d'une façon, j'allais dire, institutionnelle. Voilà ma question. Merci pour la question. Bon, en réalité, quand je me réfère aux recherches qu'on a menées, que moi-même j'ai menées avec mon équipe et d'autres collègues, on voit qu'en réalité, les étudiants, les élèves qui passent par l'enseignement de base, à quelques rares exceptions que j'ai citées, qui suivent ce cursus où il y a presque un abandon de l'enseignement de la géométrie et arrivent effectivement au niveau de l'université et dans les cours de formation au niveau de l'enseignement supérieur avec ce déphasage entre ce qui est enseigné au niveau, qui est proposé à être enseigné au niveau de l'université et les prérequis de base que les étudiants ont. Et très souvent, dans certains cours, hein, les facultés procèdent à ce qu'on appelle des cours de nivellement. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer un cours de géométrie comme c'est prévu dans le programme de l'enseignant à un niveau, au niveau de l'université, hein, en première année par exemple, ils font plutôt des cours de nivellement qui mettent l'accent sur les connaissances de l'enseignement de base en géométrie, en réalité pas seulement en géométrie, mais aussi dans d'autres contenus en mathématiques. Donc, par les résultats
de recherche et puis l'expérience que moi-même j'ai vécue et comme enseignant, professeur de ces étudiants en cours de licence, licenciatura comme on l'appelle ici. On a d'énormes, les élèves rencontrent d'énormes difficultés à rentrer dans le jeu quand on commence vraiment à introduire, je parle portugais de temps en temps, excusez-moi, à introduire ces concepts. Et on procède par vraiment quelquefois des cours de mise à niveau et il faut vraiment agir d'une certaine, être créatif, hein, avoir une certaine créativité pour que vraiment les étudiants suivent les cours. Hein. Faire des projets d'études, enfin, on peut dire des parcours d'études au niveau de certains contenus, hors des cours, des heures prévues hein, pour les cours officiels. Et on a vraiment cette difficulté pour le moment. Et l'effet de ça, c'est au niveau de la formation des enseignants et des politiques gouvernementales. Parce qu'ici, on a un peu un mythe qu'il faut laisser une certaine liberté pour l'enseignant en définissant des directives globales et on le laisse un peu une certaine liberté de choisir ce qui va être enseigné et comment l'enseigner. Et ça, bon, moi n'étant pas formé, bon, j'ai tendance vraiment à enseigner d'une façon un peu catastrophique. Et on a une expérience avant les PCN et puis les BNCC, des enseignants qui enseignent, par exemple, le théorème de Pythagore en cinquième, en parlant de la France. Et l'année suivante, en quatrième, il enseigne le même contenu en quatrième. Parce que ce n'est pas obligé et c'est un contenu qu'il pense qu'il domine. Donc, il répète les choses. Voilà. Merci beaucoup, Sado. Donc moi, voilà, tu te parles d'un mythe pour la liberté pédagogique. Je me demande, est-ce que c'est un mythe ou une utopie? Parce qu'en France, là, on a un balancier qui revient sur pas mal de prescriptifs. Je pense que ça a à voir pardon, aussi avec le désamour du métier. Je veux dire, si on est trop prescrit d'un autre côté et qu'on n'est là que des exécutants d'une recherche prouvée que c'est comme ça qu'il faut enseigner et qu'il ne faut pas se départir de ça, bon, c'est pas non plus très excitant comme métier. Mais enfin bon, on va pas... Ouais. Non, là, je suis d'accord que des trop équilibre. prescriptifs aussi tue l'initiative, la créativité des enseignants. Mais je pense qu'il faut leur donner un minimum de conditions, hein. Conditions de travail au niveau de la formation, même au niveau de l'école, les conditions minimum pour qu'ils puissent vraiment, avec un minimum de directrices, qu'ils aient les moyens quand même d'être créatifs et de prendre des initiatives. Bon, mais il y a plein de contraintes. Quand on prend les écoles privées, très souvent, l'enseignant n'a pas trop de choix parce qu'on lui donne un manuel de Japon prêt et on lui dit à chaque 2 mois, il faut qu'il termine ça. Donc, il y a plein de contraintes dont je n'ai pas parlé ici qui font que les choses vraiment ne vont pas, sont difficiles. Oui, nous aussi en France, on a des contraintes qui sont carrément des contradictions entre une liberté pédagogique affichée et puis un programme officiel avec des attendus, des objectifs qui sont très réglés et qui sont gigantesques et qui sont très, très difficiles à atteindre et donc qui fait qu'on est obligé de segmenter et d'aller très, très vite et de passer de se focaliser sur la technique parce qu'on n'a pas de temps assez pour se pencher sur le sens. Ça, c'est très clair. Marie-Pierre demandait une nouvelle Moi, fois. je voulais juste réagir
Je voulais juste réagir. C'est vrai que trop de prescriptions tue le métier, mais c'est vrai que le problème de la formation des enseignants est quand même crucial. On ne peut pas effectivement, en très peu de temps, former des gens qui vont pouvoir être suffisamment à l'aise pour enseigner tout et n'importe quoi. Donc, c'est ce que tu dis, je suis d'accord avec toi aussi, trop de prescriptions, on n'a pas assez de temps et on enseigne des techniques si on aura le temps de laisser les gens réfléchir à ce qu'ils vont faire. Mais je pense que le gros problème, en France, comme sans doute évidemment au Brésil, c'est vraiment la formation. En fait. On ne peut pas non plus faire l'économie de ça. Mais je pense que c'est le problème, quoi, en fait. Voilà. Juste une réaction parce que bon, c'est vrai que trop de prescriptions, c'est un peu gênant, mais il faut aussi que les enseignants sachent ce qu'ils doivent faire, en fait. Merci. Absolument, merci. Équilibre. Est-ce que ce sera le mot de la fin ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore dialoguer avec Sado? J'avais levé la main, là, je ne sais pas si c'était. Je n'avais pas vu. Mohamed, vous êtes le bienvenu. Bon, non, je remercie déjà l'intervenant pour son brillant exposé. Et je vois que les problématiques sont à peu près partout dans le monde. Alors, justement, je voulais juste poser la question, est-ce qu'il y a des inspecteurs comme en France, comme le pays francophone au Brésil? Et s'il y en a, quel est justement le rôle de ces inspecteurs sur l'enseignement de la géométrie et sur cette problématique? Au Brésil, il n'y a pas d'inspecteur au sens où on le définit en France et dans certains pays africains. Ils ont ce qu'ils appellent, bon, j'ai oublié, je ne sais pas comment traduire ça, des gens pédagogiques. C'est des gens qui s'occupent un peu des aspects pédagogiques, etc. Mais enfin, en général, ces gens-là sont des spécialistes de la pédagogie, ce pas des spécialistes de discipline. Mais ils n'ont pas aussi le rôle de, comment dire, d'inspecteur qui va en classe, assiste le cours et s'assied avec l'enseignant et faire une analyse critique de sa pratique. Et inspecteur au sens où, moi je les connais, où c'est effectué en France, au Mali par exemple, ça n'existe pas ici. On a ce qu'on appelle des délégations d'enseignement, mais ces délégations qui, je sache, n'ont pas le rôle de dicter un peu, de regarder un peu ce qui se fait en classe et de faire des critiques, des analyses au niveau de cette pratique-là et des contenus. Il n'y a pas ce système ici au Brésil que je sache. Merci Sado. Okay, merci, c'est bon. Une excellente Merci. question, effectivement. Ahmed. Y a-t-il une dernière question? Oui, il n'y a pas l'air d'en avoir. Eh bien, donc, je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Et donc, je vous donne rendez-vous au mois de juin. Nous ne savons pas encore qui va parler, puisqu'on a déjà programmé des choses, mais pour le mois de septembre, si je ne m'abuse. Voilà, donc, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de mai. Au revoir. Au revoir.